to produce more immersive learning and adaptive learning experiences. And so to respond to the question, in essence, artificial intelligence is fundamentally changing the way we learn, not just by accelerating the access, but by expanding who can participate in lifelong learning and how they do so. So at Coursera, we see AI not only as a technological innovation, but as a profound... Franz Matthias, l'a dit tout à l'heure, ce sont des réseaux neuronaux qui sont derrière, donc il va se comporter en grande partie comme un cerveau humain. On peut toujours débattre, moins bon, meilleur, plus intelligent, etc. Et donc, ce cerveau humain, c'est un petit peu comme si on avait un humain près de nous, qui est une machine, en fait, qui a l'apparence d'une machine, mais qui sait tout. Je mets ça entre guillemets, bien évidemment. Et ceci évolue à une vitesse exponentielle. On l'a dit récemment, ChatGPT a sorti 24 nouvelles versions de GPT en 24 mois. En gros, un par mois. On n'a jamais vu ça avec l'Internet, on n'a jamais vu ça avec le micro-ordinateur, avec le smartphone, etc. Et ce n'est qu'un exemple parmi les autres, parmi les compétiteurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le changement par rapport à la question de Sylvain, c'est qu'on doit réfléchir à comment on va aborder ça. On doit maîtriser de nouvelles compétences qui évoluent de plus en plus vite et on doit être capable d'apprendre de plus en plus vite, sous peine d'être largué très rapidement. C'est infernal, c'est injuste, mais c'est une réalité aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, et là encore tout à l'heure Franz Matthias l'a mentionné, je crois Guy Etienne, on est en train d'entrer dans l'ère de la question plutôt que l'ère de la réponse. Quand on utilise Google, les moteurs de recherche, on utilise tous Google et d'autres moteurs de recherche depuis des années, qu'est-ce qu'on fait? On rentre des mots-clés dans la petite fenêtre où on pose nos questions et on a des réponses. On va se concentrer sur les réponses, les premiers documents qui apparaissent, qui sont en général les plus pertinents, qu'on va consulter, etc. Avec les IA d'aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur la question que sur la réponse. Si la question est mauvaise, la réponse qui sera donnée sera générique, dans le meilleur des cas, ou mauvaise, dans le pire des cas. Donc, ça nous amène à une chose, à développer aujourd'hui, c'est une compétence qu'on doit intégrer le plus vite possible dans nos cursus, et ça c'est du court terme, c'est l'ingénierie du prompt. C'est-à-dire l'art de parler à l'IA. Cette compétence, les jeunes doivent l'avoir, les moins jeunes doivent l'avoir, les vieux doivent l'avoir. C'est une compétence qui est non technique. On ne parle pas d'informaticien, de développeur, on parle ici d'une compétence non technique. Et cette compétence doit être enseignée le plus tôt possible. Et elle nous amène à une autre chose. Et vous vous rendez compte, vous utilisez pour la plupart d'entre vous ChatGPT par exemple, sur une base régulière, vous vous rendez compte que pour obtenir prompt, souvent très complexe, parce que sinon vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez. Très souvent vous allez entendre des gens vous dire « Ah oui mais l'IA ça marche pas bien, j'ai posé une question, j'ai pas eu ce que je voulais ». En général c'est pas parce qu'il ne peut pas répondre, c'est parce que le prompt, la question, le cahier des charges que vous lui avez soumis n'est pas suffisamment détaillé, pas suffisamment contextualisé, etc. etc. Donc ça c'est la deuxième chose, le prompt engineering comme compétence aujourd'hui à acquérir le plus vite possible par tout le monde, je dirais. La troisième chose, c'est que vous avez aujourd'hui les IA les plus puissantes, elles ont à peu près 1,75 trilliard d'interconnexions neuronales, c'est-à-dire entre ces neurones artificiels qui sont dans les machines, il y a un peu moins de 2 trilliards, c'est-à-dire 2000 milliards d'interconnexions neuronales. Notre cerveau fonctionne comme ça. Si vous regardez un scan du cerveau, vous allez voir là c'est la zone de la vision, là c'est la zone de la parole, ce sont des réseaux neuronaux qui sont interconnectés entre eux. Les IA fonctionnent de la même manière. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que GPT-4o, par exemple, a un peu moins de 2 trilliards d'interconnexions neuronales. Le cerveau humain a plusieurs centaines de trilliards d'interconnexions neuronales. Donc imaginez ce qui va arriver lorsqu'on va passer à 10 trilliards, 20 trilliards, 50 trilliards, 100 trilliards, ce que ces machines vont être capables de faire. Et ce sont des limitations technologiques qu'on a aujourd'hui pour le faire. Donc ça m'amène à une autre chose, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent en général. Et aucun pays ne se développe, n'a de développement économique ou autre, sans qu'on ait des laboratoires de recherche bien équipés avec des gens compétents à l'intérieur. Haïti est en manque de ce côté-là. Vous
Vous prenez l'exemple, j'adore prendre l'exemple d'Israël, je le prends chaque fois que j'en ai l'occasion. Israël, c'est 9 millions d'habitants, 0 ressources naturelles. Comme Haïti. Haïti, 9 millions d'habitants à peu près, on va dire le même ordre de grandeur. Vous avez, pour 9 millions d'habitants, vous avez 8000 chercheurs dans les domaines scientifiques par million d'habitants. Ce qui veut dire que vous avez 8 x 9, 72 000 chercheurs sur le territoire israélien. C'est pas pour rien qu'ils ont la deuxième Silicon Valley de la planète, qui correspond à un énorme pourcentage de leur PIB. Donc si vous retirez la Silicon Valley israélienne, le PIB baisse de 20-30% en Israël. Je ne vous parle pas de l'Estonie, je ne vous parle pas de la Corée du Sud. Ce ne sont pas des pays qui regorgent de pétrole ou de choses comme ça. Donc ce sont des pays qui se sont développés uniquement avec le savoir. Je vous mets au défi de me donner un exemple de pays qui s'est développé sans avoir des infrastructures de recherche, sans avoir des chercheurs compétents en quantité suffisante pour pouvoir résoudre ses propres problèmes. Donc ça, c'est la troisième chose que je voulais mentionner. Et à ce titre, justement, nous avons, en collaboration avec le Dr Kassir et l'Université Quisqueya, je voulais saluer le travail d'Anouk Eval, directrice d'Innoved à l'Université Quisqueya, et le Dr Bénédicte Paul, nous avons développé un cours sur l'utilisation des IA génératives pour la méthodologie de la recherche. Nous avons déjà enseigné ce cours à un premier groupe, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, le Dr Calix en faisait partie. Donc, on est un peu, je dirais, et c'est pas pour nous vanter, un peu à l'avant-garde par rapport à ça. Vous ne trouverez pas de cours, ou pas beaucoup, en tout cas, de cours sur l'utilisation des IA génératives pour la recherche. Donc, je ne cherche pas à faire de publicité, mais c'est pour dire qu'il se passe des choses, quand même, partout en Haïti. L'autre chose donc, que ça fait ressortir, c'est que plus que jamais, on a besoin de gens qui ont un excellent esprit critique. On a besoin de gens qui ont un excellent esprit logique. Et de gens qui ont une capacité d'abstraction, c'est-à-dire de conceptualiser des choses qui sont abstraites. Et ça nous manque énormément. Donc, aujourd'hui, ces compétences, on doit les acquérir le plus tôt. Je dirais que dans les plus petites classes, c'est plus important d'acquérir ces compétences que de faire de la technologie. Parce que ceux qui ont ces compétences s'approprient la technologie très vite, plus vite que ceux qui ont passé leur vie sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, mais qui n'ont pas acquis ces compétences. Donc ça, c'est un des éléments. Et la beauté de la chose, c'est que les IA génératives peuvent constituer des interlocuteurs pour nous entraîner à ce genre de choses dès les plus petites classes. Et je terminerai avec deux autres éléments qui apparaissent, qui changent aujourd'hui, notamment dans le domaine de la cybersécurité, vous le savez, qui est un domaine chaud, je dirais quand même, en Haïti. Les IA génératives font apparaître de nouvelles menaces. De nouvelles menaces, on en parlera dans l'atelier plus tard, mais qui impliquent de réfléchir un petit peu à comment, par exemple, si vous demandez à une IA générative comment fabriquer de l'anthrax, elle va vous dire « Oh non, non, moi je ne vais pas répondre à cette question, on m'a interdit d'y répondre. » Comment des hackers, je dirais spécialisés dans les IA génératives, peuvent contourner ces mécanismes de défense pour amener l'IA à répondre à la question. Et il va utiliser des techniques, vous savez qu'aujourd'hui, parmi les meilleurs hackers pour l'IA, ce sont des psychologues, ce ne sont pas des informaticiens ou des analystes de données ou autres, ce sont des psychologues. Ce qui nous montre que quand même, on a un petit humain en face de nous avec lequel on est en train d'interagir. La dernière chose, et je terminerai là-dessus, sur la partie légale. Nous sommes confrontés à deux cultures. La culture européenne qui légifère sur tout, la culture américaine, je ne dis pas qui légifère sur rien, mais en tout cas qui débride complètement. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. On parle beaucoup d'éthique, d'inclusion et de toutes ces choses-là. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi là-dessus bien avant nous et qui ont développé des cadres. Est-ce que nous allons réinventer la roue ou bien est-ce que nous allons nous approprier ces cadres pour aller plus vite? Des centaines de millions de dollars ont été dépensés dans le développement de ces cadres, notamment en Europe. Nous devons aller très vite et nous devons nous concentrer beaucoup plus aujourd'hui, je crois, sur la maîtrise des outils. C'est un peu comme partir à la guerre, maîtriser les armes, il faut savoir les utiliser, plutôt que passer notre temps à discuter d'éthique, d'inclusion. C'est important, bien évidemment, mais nous pouvons en discuter aujourd'hui toute la journée, dans 10 ans on parlera encore de la même chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je repasse la main à Sylvain. Merci Patrick. Alors...
Merci Patrick. Donc, vous nous rappelez que cette révolution vient à la queue de nombreuses révolutions dans les dernières décennies, que ça va de plus en plus vite et que d'ailleurs on va avoir une autre table ronde très rapide parce que les machines vont nous rattraper. Vous nous encouragez à développer ce qu'on appelle la capacité du prompt, que non seulement il nous faut ces capacités au niveau basique des étudiants, des élèves, mais que la recherche doit suivre, et qu'on ne peut pas se dispenser de la recherche hier, avant-hier, dans ces domaines et dans d'autres, pour atteindre la souveraineté numérique qu'évoquait le ministre Alfred Petrus. L'esprit critique va être extrêmement important, la faculté d'abstraction, et ça s'apprend. Et finalement, vous nous encouragez à, bien sûr, s'interroger sur l'outil, mais d'abord le maîtriser, puisque tous les intervenants du matin nous ont dit que cette révolution est inéluctable. Je me tourne maintenant vers Dr Rania Kassir. Dr Rania, vous nous apportez un éclairage encore différent, puisque vous formez des adultes et vous formez des professionnels. Donc, ma question est la suivante. Vous avez appliqué l'IA dans des domaines nouveaux tels que l'orthophonie, la thérapie et d'autres secteurs, et vous avez formé des professionnels. Quelle réflexion avez-vous sur l'application à ces domaines inattendus de l'IA et sur la formation des adultes professionnels et leur perception d'adaptation? Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation.